Ouais, vous m'entendez bien? Non, je suis bien en face de mon ordi et donc normalement vous m'entendez bien. Ouais. Oui, on vous entend très bien. Euh, j'ai un- j'ai nommé la présentation à biologie moléculaire et cancer. J'ai repris l'intitulé du message que vous nous aviez donné. C'était quelles sont ouais, les applications de la biologie moléculaire. Je ne sais plus comment vous aviez tourné ça. Vous me direz en cours de route, si, n'hésitez pas à poser des questions. Surtout, le but c'est que ça soit interactif. On se donne ouais, 3 quarts d'heure pour que Thibaut ait à peu près 3 quarts d'heure derrière aussi. On fait comme ça? Oui, parfait. Ok, on essaie de se discipliner. Alors, sur le terme de ce que vous appelez biologie moléculaire, c'est un terme ouais, assez générique qui veut un peu tout et rien dire. Pour les cancers, c'est les applications de, moi j'appelle ça, c'est des analyses génétiques en fait, appliquées alors aux tumeurs ou aux individus. Là aussi, vous pouvez voir passer les deux dans les dossiers, qui vont intervenir depuis, vous allez voir que ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans. Ça s'est bien densifié. On a eu plus de besoins pour la discipline depuis un petit peu avant 2010, 2008, 2010, là, quand il y a eu des applications de plus grande échelle pour en particulier le cancer du côlon et puis le cancer du poumon. Et puis il y a eu d'autres applications depuis, mais pas forcément autant que ce que j'aurais pu me projeter il y a 10 ans. Finalement, les applications, il y en a plein, mais c'est pas non plus généralisé pour tous les types de tumeurs. Alors, ça fait référence à quoi? Bah, ça fait référence, je vous mets ça là, une des fiches de l'ANSM. Donc, l'ANSM, c'est l'Agence nationale du médicament en France, où depuis une vingtaine d'années, et là j'ai pris un exemple un peu plus récent d'il y a 3 ans, sont intégrés à la prescription du médicament des prérequis en termes d'anomalies génétiques dans les tumeurs. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un médicament je sais même pas si Takeda, là, peu importe, mais vraiment, j'ai pas d'action chez eux. C'était pour vous montrer que c'est vraiment inscrit dans ce qu'on appelle la résumé des caractéristiques du médicament, où l'analyse génétique doit être faite pour que dans la tumeur, pour que le patient puisse bénéficier du médicament. Alors ça a été ouais, des premiers cas, des premières situations comme ça dans les années 2000, 2002. Et puis en 2008, par exemple, il y a eu ça dans le cancer du côlon, où c'était vraiment mis pour pouvoir avoir le médicament, il faut l'anomalie moléculaire qui est en face. C'est ça ce qu'on va appeler un biomarqueur. Vous pouvez aussi avoir ce terme-là. C'est-à-dire qu'il faut une analyse génétique, entre autres génétique, et suivant le résultat de cette analyse, le médicament peut être prescrit ou pas. Donc là, c'était un exemple ici, on va voir avec certains acronymes qu'on retrouve. Là, c'était le gène EGFR. Donc c'est ça vraiment ce qui est au cœur des préoccupations des RCP. C'est est-ce qu'on trouve ou est-ce qu'on ne trouve pas les biomarqueurs pour orienter sur des essais cliniques ou sur des médicaments. Alors, j'ai repris un peu des généralités pour repositionner tout ça. Alors, pas facile, hein, je ne sais pas d'où, de quelle formation vous êtes tous issus. Donc, j'ai refait quelques généralités en deux, trois diapos pour repositionner. Euh, dans nos cellules, on a un mode d'emploi que sont nos chromosomes. Nos chromosomes et nos chromosomes sont constitués d'ADN. Et finalement, ça, c'est le mode d'emploi de notre organisme. OK? Ce que je mets en dessous, on peut le voir. Alors, j'ai mis, c'est normal, on voit rien, mais c'est en bas à droite, c'est un schéma résumé du métabolisme de toutes nos cellules. On va dire que c'est une usine à gaz, ce que j'ai mis à côté. Et donc, dans toutes nos cellules, eh bien, il y a le mode d'emploi de cette usine à gaz. Ouais. Et selon certaines cellules, bah, il y a des cellules qui vont s'occuper plutôt, alors là, dans une raffinerie, ils vont plutôt s'occuper du côté gaz, d'autres vont plutôt s'occuper du côté pétrole, d'autres vont plutôt... en fait, il faut voir chaque tour là, de l'usine comme étant un type de cellule différent. Pour nous, au niveau humain, on peut le voir, il y a des cellules musculaires qui sont là pour se contracter, on a des cellules du foie qui sont là pour produire de l'énergie, on a des neurones qui sont là pour faire le lien entre le cerveau et puis la périphérie. Et en fait, dans le mode d'emploi, il y a tout. Hein. Ce qui veut dire que dans toutes nos cellules, il y a tout le mode d'emploi et chaque cellule ben, prend les pages qui lui convient dans le mode d'emploi. Ouais.
Ça veut dire aussi que quand il y a une erreur dans le mode d'emploi, ça peut arriver hein, quand on a des appareils électroménagers avec une erreur, ben, on l'utilise mal parce que le mode d'emploi, ben, il n'est pas conforme à ce qu'il devrait être. Et puis ben, derrière, ça ne marche pas bien. Et entre autres, ben, c'est ce qui va se passer dans un certain nombre de pathologies, mais dans les cancers, eh bien, en fait, c'est une erreur du mode d'emploi qui fait que ben, les cellules qui étaient là pour faire certaines actions, ben, elles vont plus faire ce qu'elles devaient faire. Et puis surtout, elles vont travailler que pour elles. OK. Donc, revenir à la source, dans toutes nos cellules, il y a de l'ADN qui constituent les chromosomes. Et en fait, ben, c'est des erreurs de cet ADN qui nous intéressent et que je vais essayer de vous d'illustrer aujourd'hui. Ouais. Jusque-là, des questions? Pas de Non? questions a priori, il n'y a pas de main levée non OK plus. sur ça? J'enfonce plutôt des portes ouvertes, enfin pour moi, mais vraiment, n'hésitez pas à me demander de me préciser. OK. Alors, il y a une petite. Donc, je reviens sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est dans le noyau de nos cellules. L'ADN est là, mais finalement, bah, le mode d'emploi, il fait rien, lui. Le mode d'emploi, il est là pour expliquer ce qu'il faut faire. Ce qui a la fonction et ce qui fait la vie, ce sont les protéines. OK. Et en fait, le mode d'emploi est là pour organiser la synthèse des protéines dans nos cellules. Et ça ne va pas être les mêmes protéines, dans ce que je redisais avant. Dans une cellule musculaire, ben, on a besoin d'une protéine pour que le muscle il se contracte. Mais cette protéine-là, on n'en a pas besoin dans le neurone. A priori, jusqu'à preuve du contraire, un neurone, ben, ça n'a pas besoin de se contracter. Donc, on ne va pas retrouver. Alors, la protéine, c'est il y a la myoglobine, par exemple, ou la myosine. Euh, on va avoir une protéine ben, dans les globules rouges, chose que vous connaissez bien. Dans le globule rouge, on va avoir une protéine pour transporter l'oxygène, qu'on n'aura dans aucune autre cellule parce que ben, les autres cellules ne transportent pas l'oxygène. Donc, on ne va pas retrouver de l'hémoglobine dans une cellule du foie ou dans une cellule cutanée. Mais pourtant, dans toutes les cellules, ben, il y a le mode d'emploi pour faire de l'hémoglobine. Ouais. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, donc on passe donc du mode d'emploi qui est de l'ADN à la protéine qui est synthétisée dans la cellule. Euh, alors, entre les deux, il y a un intermédiaire. Il se trouve que l'ADN ne peut pas produire directement une protéine, mais il y a la synthèse. Il y a une copie déjà de l'ADN qu'on appelle une petite copie mais dont vous entendez parler depuis quelques années maintenant, qui s'appelle l'ARN, qui est, je ne sais pas si j'ai là, hop, je cherche ma souris, je ne sais pas où elle est, elle est loin. Voilà, vous voyez ma souris ici? Ouais. Oui, Euh, et donc, il y a une copie qui est on va dire une reproduction de l'ADN qui s'appelle l'ARN et qui va faire en fait la transition entre l'information génétique qui est dans le noyau et puis la synthèse des protéines qui sont dans le cytoplasme, qui est donc un des compartiments de la cellule. Ouais. Et cet ADN, il a la même information que l'ADN, mais une information qui est un petit peu plus condensée, mais normalement, c'est une copie. Ouais. Vous allez voir tout à l'heure parce que c'est des applications qu'on fait depuis pas forcément très longtemps, dont vous entendez parler maintenant de façon à peu près routinière. Ouais. Donc, ce qui nous intéresse finalement, depuis 20 ans, c'est d'aller. Alors, les protéines, c'est difficile à analyser. Mais c'est elles qui font toute la fonction et toute la vie finalement. Mais une protéine, ça reste difficile à analyser. Ça ne veut pas dire qu'on ne les analyse jamais. Vous allez pouvoir trouver dans les comptes rendus ou dans les demandes quelques analyses pour étudier les protéines, en particulier l'immunohistochimie. Alors, ça veut dire quoi? Immuno, ça veut juste dire qu'on utilise des anticorps. Et donc, pour étudier une protéine, effectivement, on peut utiliser des anticorps et puis des anticorps qui sont rendus, alors fluorescents ou pas fluorescents, mais qu'on peut détecter. Mais ça reste pas facile. On peut le faire une par une, mais c'est toujours utilisé. On en a toujours besoin. Et finalement, ce qui est un peu plus simple, c'est d'utiliser l'ADN qui est beaucoup plus stable et surtout, on va pouvoir le faire à beaucoup plus grande échelle. C'est pour ça que les analyses, on va pouvoir les trouver à la fois sur la protéine, sur les ARN et l'ADN. L'ADN restant encore l'analyse qui est le plus fait parce que on va dire que c'est le plus simple en faisant un raccourci.
Alors, là, je vous redis à l'écrit ce que je viens de vous dire là, hein. L'ADN, c'est le mode d'emploi. Au niveau, si je fais un parallèle avec une partition de musique, eh bien, en fait, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais vraiment tout pour la vie de la naissance jusqu'à la personne âgée. Et puis, les protéines, ce sont les acteurs. Ouais. C'est eux qui sont les musiciens. Au niveau de la cancérologie, vous allez pouvoir entendre parler de deux types de protéines, ou deux types d'acteurs. Vous allez avoir des acteurs qui protègent contre le cancer. Ok, donc finalement, c'est des systèmes de protection que la nature a mis en place pendant des millénaires, hein, des générations et des générations. Donc, les protéines qui protègent du cancer, c'est ce qu'on appelle des protéines suppresseurs de tumeurs. Ouais. Donc le souci, maintenant, c'est les protéines qu'on a tous, normalement, donc, qui ont été conservées, la plupart, on les trouve des bactéries jusqu'à l'homme. Ben, le souci il va se passer, c'est quand dans le mode d'emploi, ben, il y a une erreur et puis que ces protéines, ben, elles ne fonctionnent plus. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un exemple. Euh, une protéine dont vous avez peut-être entendu parler, qui est impliquée dans pratiquement au moins la moitié des cancers, c'est la protéine P53. La protéine P53, typiquement, elle pose, on l'a tous, et heureusement qu'on l'a tous. Et finalement, ben, c'est quand dans certaines cellules, eh ben, il y a eu une erreur dans la cellule, et puis cette protéine P53, ben, soit elle est plus synthétisée, soit elle fonctionne plus. Et ben, c'est là où il y a des soucis qui arrivent. Ouais. Le deuxième type de protéines qui est importante dans le cancer, c'est les protéines qui, elles, au contraire, favorisent l'émergence des cancers. Alors là, normalement, c'est les protéines qui n'existent pas naturellement, puisque au fur et à mesure des générations, on a été sélectionné et puis il y a eu une sélection naturelle. Mais c'est des protéines qui peuvent apparaître chez certains individus ou dans certains tissus. Ouais. Et finalement, c'est quand il y a une erreur d'un mode dans l'ADN, donc du mode d'emploi, et ben ces protéines, elles deviennent actives et elles favorisent le cancer. Ouais. C'est ce qu'on appelle des protéines des oncogènes. Voilà les deux grands types d'acteurs qu'on va retrouver et dans lesquels sont fait des analyses génétiques. Alors, je dis analyse génétique ou de la biologie moléculaire, peu importe, c'est la même chose. Pour moi, c'est synonyme. Et en fait, hein, ce qui se passe, c'est quand il y a une erreur dans la partition. Alors, une erreur dans la partition au niveau génétique, c'est ce qu'on appelle une mutation. C'est un changement dans la partition, un changement dans nos chromosomes. Alors, ça peut être, je mets quelques exemples après, vous allez le revoir. Ça peut être la plus petite erreur, c'est-à-dire une lettre de l'ADN qui change. Donc, il faut imaginer un livre de plusieurs dizaines de milliers de pages, et parmi ces dizaines de milliers de pages, ben, il y a une faute d'orthographe à un endroit. Alors, ça peut être une erreur de conjugaison. Après un tu, bah, il n'y a pas le S, ou ça peut être une erreur de ponctuation, il y a un point qui a été raté. Donc, c'est cette finesse-là. Il faut imaginer vraiment, c'est une lettre parmi des dizaines de millions, voire des milliards. Et quand cette erreur, elle n'est pas au bon endroit, et ben, ça pose problème. Et puis, ça peut être des anomalies, donc des mutations beaucoup plus grosses où on va avoir alors un chromosome en plus ou un chromosome en moins, ou des chromosomes qui se sont cassés, où là, on est des milliers ou des millions de lettres de l'ADN qui sont alors en plus ou en moins. Ok, donc, on peut tout voir. Il faut, là-dessus, je serai non limitatif. Il faut s'imaginer que quand on regarde, nous, au laboratoire, une cellule cancéreuse, eh bien, on ne peut même plus deviner si c'est une cellule humaine ou pas. Donc, il y a un nombre de chromosomes qui est complètement aberrant, il y a les chromosomes qui se sont mélangés, et ça devient vraiment, il y a une instabilité génétique qui est énorme. Ok. Sur ça, la notion d'oncogène, suppresseur de tumeur, c'est des termes que vous aviez déjà entendus, qui valaient le coup d'être précisés? Oui, merci, c'est toujours bon, hein, de toute façon, de faire des rappels. Ok. J'en profite, il y a une question dans le chat qui demande si la recherche d'ADN circulant va être abordée maintenant ou plus Je tard. l'aborde après. Je l'aborde après. Ouais. Fini. Ok, c'est bon. Mm. Alors, donc les erreurs, elles se produisent quand? Et pourquoi il y a des erreurs, en fait, finalement? Il y a des erreurs parce que nos cellules, elles n'arrêtent pas de se multiplier. De la, En fait, si on repart, la première cellule de notre organisme, elle se crée au moment de la fécondation.
Et c'est une multiplication sans s'arrêter. Alors au départ, ça se multiplie parce qu'à partir d'une cellule, ben, il faut faire un organisme. Alors au début, un embryon, puis un fœtus, puis un enfant, puis un adolescent, puis un adulte. Donc tout ça, ça demande à créer des cellules et des cellules. Donc il y a une multiplication cellulaire. Ok. Et puis une fois qu'il y a un adulte, ben, la plupart des tissus continuent de se renouveler. Et donc il continue d'y avoir des mitoses tout au long de la vie. Ok. Alors il y a certains types cellulaires qui, eux, une fois qui sont en place vont plus se multiplier. Typiquement, ça va être les neurones, par exemple. Mais c'est un peu le contre-exemple. Tous les autres, notre tube digestif se renouvelle au bout de toutes les quelques jours, voire une semaine. La peau, c'est pareil. Le foie, c'est pareil. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça, c'est inhérent à la vie. Il y a une multiplication de nos cellules en permanence. Et il se trouve que quand nos cellules se multiplient, c'est ce qu'on appelle ce phénomène-là, on appelle ça la mitose. Eh bien, en fait, ça se passe bien normalement, c'est-à-dire que les cellules, on parle d'une cellule mère, la cellule de départ, et puis ça fait deux cellules à l'arrivée qu'on appelle les cellules filles. Normalement, les cellules filles sont identiques à la cellule mère, mais il peut y avoir des petites erreurs génétiques pendant la réplication des chromosomes. Ok. C'est possible. Alors, pas beaucoup, hein, peut-être que quelques-unes, mais de temps en temps, elles ne sont pas au bon endroit. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des mutations. Ce sont des erreurs dans l'ADN. La plupart sont liées au hasard pendant la mitose. Ouais. Mais on peut également avoir des facteurs de l'environnement qui viennent agresser notre génome. Il y a un exemple que vous connaissez tous, ce sont les ultraviolets sur votre peau. Hein. Les ultraviolets sur la peau, ils viennent physiquement changer la séquence des chromosomes. Ouais. Et, alors, par contre, ça change plus ou moins au hasard, mais ça change à de nombreuses localisations. Et puis, ben, la probabilité que ça tombe, que ces mutations soient dans un gène, ben, un oncogène ou un suppresseur de tumeur, ben, elle n'est pas négligeable. Et puis, c'est comme ça qu'on aboutit à des cancers de la peau parce que la séquence, elle a été changée. Donc, c'est soit du hasard, pendant les mitoses, et ça, c'est pas de chance. Soit c'est des agressions, j'ai mis les ultraviolets, il y a tout ce que vous pouvez mettre derrière ça, des polluants, des toxiques, hein, du benzène, du ce qu'on veut, et puis il y a tout ce qu'on connaît pas, hein, où là, ben, on s'ignore, mais qui vient. Les radiations ionisantes, hein, en Bretagne, il y a pas mal de radon qui est émis par le granit. Ben, le radon va venir agresser notre génome. Hein, il va venir agresser notre génome. Bon, c'est à faible dose, mais c'est un facteur bien connu. Hein. Après Tchernobyl, où là, il y avait eu des masses de radioactivité très fortes, eh bien, les génomes avaient été, des personnes avaient été abîmés. Voilà. Alors là, il faut bien, sur ça, je ne sais pas si je reprends après, on parle d'anomalies génétiques qui sont créées dans des cellules qui ne sont pas des cellules qui se transmettent de génération en génération. Ok, les seules cellules qui se transmettent à nos enfants, ce sont les gamètes. Ouais. Donc là, on appelle ça des mutations somatiques. Ce sont des mutations qui sont dans des tissus, ouais. Donc qui vont pouvoir se transmettre de mitose en mitose, parce qu'une fois que la mutation elle est dans la cellule, ben, elle va se transmettre aux autres cellules qui vont être ses descendantes. Par contre, ça ne se transmet pas à la descendance. On est d'accord là-dessus? Donc, vous allez pouvoir entendre la notion de génétique somatique ou de mutation somatique. C'est une mutation dans le côlon, une mutation dans une cellule pigmentaire de la peau qui va donner un mélanome. Là, ça ne se transmet pas à la descendance. Ouais, donc, mutation somatique. Par contre, eh bien, suivant les protéines qui sont impliquées, ben, il y a une conséquence au niveau en termes de production des tumeurs. Là-dessus? Les mitoses et les erreurs. Les erreurs au hasard ou agressées. Il y a des systèmes de réparation, mais les systèmes de réparation, ben, ils n'arrivent pas à tout réparer, en fait. Ouais. Et ça, c'est. Donc, forcément, plus on vieillit, plus il y a eu de mitose depuis qu'on est né. Et donc, plus la probabilité qu'il y ait une erreur, eh bien, elle augmente. Donc, c'est une des explications comme quoi, ben, finalement, les cancers ben, sont des pathologies plutôt de la personne âgée, parce que ben, statistiquement, plus il y a de mitose, plus il y a de risque qu'il y ait une erreur qui soit créée. Ouais. Ça ne veut pas dire, ben, de temps en temps, ben, effectivement, chez des jeunes, il y a des cancers du jeune, voire du très jeune de l'enfant, et ben là, c'est parce que ben, pas de chance, l'erreur, elle s'est produite très tôt dans la vie, mais statistiquement, le risque, il est plus faible. Ouais.
Dans les agressions, ce que je n'ai pas mis, il y a également tout ce qui est virus. Ok, ça peut être aussi des agents infectieux, des virus qui viennent s'intégrer dans notre génome, et ça, c'est assez bien décrit depuis 30 ans, qui vont venir finalement casser le virus quand il vient s'intégrer dans le génome, bah, il vient casser les chromosomes, en fait. Sur ça, sur l'oncogénèse et comment ça se passe. Et alors, une fois qu'on comprend pourquoi et où se créent les mutations, eh bien, on peut comprendre comment on arrive à une tumeur finalement. Donc, ce sont des erreurs qui vont se créer au hasard dans l'ADN, hein, euh, qui vont. Donc là, j'avais repris un schéma qui vont aboutir à une instabilité du génome. Et ça, c'est aussi un point qui avait été négligé il y a une vingtaine d'années. En fait, dans toutes les tumeurs cancéreuses, le génome, il devient très instable, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, il produit ses propres erreurs. Donc, en fait, la machine s'emballe, hein. La machine s'emballe, en particulier chez les personnes qui ont des prédispositions héréditaires au cancer, c'est ce que j'ai mis au-dessus. Dans toutes ces prédispositions, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ou la très grande majorité, ce sont les systèmes de contrôle de qualité de l'ADN qui sont défaillants. Et en fait, ben, à chaque mitose, quand ces contrôles de qualité ne fonctionnent plus, ben, à chaque mitose, il va y avoir des erreurs qui vont s'accumuler. Ouais. Donc, on parle d'instabilité génétique qui était vraiment sous-estimée il y a 20 ans et qui a bien été intégrée depuis une dizaine d'années, ce qui donne une capacité énorme à la tumeur pour s'adapter, en fait. Comme elle a un génome qui est très instable, eh bien, elle est capable de s'adapter très vite à des situations qui lui sont imposées, en particulier au traitement, puisque les traitements qu'on lui donne sont, que ce soit les chimiothérapies ou les thérapies ciblées, ben, la tumeur, elle n'aime pas ça, mais il faut qu'elle trouve des astuces pour s'en tirer. Ouais. Donc, aux anomalies génétiques viennent se rajouter, donc ce que j'ai dit avant, des agents cancérigènes, alors on peut dire aussi mutagènes, finalement, ce sont des agresseurs du génome. Et puis, une fois que la cellule elle devient finalement anormale, oh, pardon, pas ça. Quand elle devient anormale, eh bien, la cellule, elle n'est pas toute seule, elle a tout un environnement autour. En particulier, elle a tout un environnement immunitaire, tout un environnement d'apport d'énergie. Et en fait, c'est un nouvel écosystème de la cellule qui se crée, qui va constituer la tumeur. Ouais. Donc, une tumeur, c'est pas qu'une cellule tumorale, c'est également tout son environnement qui est autour. Ça, c'est des choses que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Mais dans la tumeur, les cellules, elles sont toujours des anomalies génétiques. Toujours. Ouais. Alors, une cellule cancéreuse, je reprenais ça là, c'est ce qui a été mis à jour il y a une dizaine d'années. Euh, J'aime assez bien ce schéma-là parce qu'une cellule cancéreuse, finalement, c'est une cellule, alors moi je dis aux étudiants, qui devient folle, c'est-à-dire elle ne travaille plus pour elle, elle s'occupe plus de l'environnement autour. Alors que normalement, une cellule du foie, elle reste dans le foie et puis elle fait le travail qui lui va bien, qui lui est demandé. Une cellule musculaire, elle fait le travail qui lui est demandé, c'est de se contracter. Alors qu'une cellule cancéreuse, ben, en fait, elle s'autonomise et elle acquiert des nouvelles propriétés. Vous voyez en particulier en bas à gauche ici est mis une instabilité génétique avec acquisition de mutations. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, dans le champ de la biologie moléculaire. Mais elle acquiert plein d'autres propriétés, en particulier, eh bien, elle est capable de sortir de l'endroit où elle est pour aller envahir les autres tissus. Vous savez bien que ça, c'est ce qui pose le plus de problèmes avec les métastases qui sont incontrôlables. Ouais. Vous pouvez voir aussi qu'il y a tout un volet sur le système immunitaire avec les nouveaux traitements. Et autour, vous allez retrouver les différents types de traitements, de stratégies qui sont développés depuis une vingtaine d'années. Ok. Ça, c'est une autre façon de le voir sur la cellule cancéreuse. Si au départ, vous avez une cellule qui est normale, là, qui est en bleu, et puis quand elle change de couleur, c'est qu'elle acquiert des mutations. Donc, il y a des erreurs qui se créent, il y en a toujours. Et puis, il y a des mutations qui lui donnent vous voyez en haut, c'est la partie verticale, là, le trait vertical, c'est la sélection naturelle. Et en fait, la sélection naturelle, c'est quoi? C'est quand vous avez une cellule ou un individu, hein, qui est mieux adapté à son environnement, bah, c'est lui qui gagne, en fait. Et c'est lui qui prend la place des autres. Donc là, on a ça avec les cellules tumorales qui finalement
se multiplient plus vite et en fait, elles vont prendre la place des autres. Et puis, quand on met les traitements, on va sélectionner. Hein, ici, vous avez une autre sélection ici, là, avec TX et traitements. Eh bien, les traitements, ça peut être la chimiothérapie, ça peut être les thérapies ciblées, où on va sélectionner uniquement les cellules qui ne sont pas sensibles au traitement. Ok. Eh bien, en fait, c'est elles qui vont prendre toute la place et celles qui sont sensibles au traitement vont disparaître. Ouais. Donc là, c'est avec le jeu des couleurs. C'est des théories qui ont été déployées depuis une vingtaine d'années et qui se sont avérées plutôt justes. Plutôt justes. Ouais. Un titre d'exemple, là, quand on recherche, alors ça, c'est des analyses qui ne sont pas faites encore trop en routine, qui commencent à être faites dans le cadre du plan France Médecine Génomique, là, ce qui est fait qui est envoyé sur la plateforme Sequoia, où c'est vraiment des analyses à très haut débit, où il y a il y a pratiquement tout, on va dire tout le génome qui est séquencé. On peut quantifier le nombre de mutations par tumeur. Eh bien, il y a des tumeurs qui vont avoir quelques dizaines de mutations et puis d'autres qui vont en avoir des milliers. Donc, vous voyez, alors que là, on peut être sur des tumeurs du côlon, par exemple. Là, j'ai pris deux exemples avec des tumeurs du côlon. Eh bien, ça ne va pas être la même chose quand on a 75 tumeurs ou quand on en a 2000 en termes d'instabilité génétique. Ouais. Ça, en pratique, euh, c'est c'est une analyse qui n'est pas encore faite en routine. Je ne sais pas si elle le sera un jour. C'est pour rechercher la charge mutationnelle. La charge mutationnelle, ça va être le nombre de mutations qu'une tumeur a acquis par million de paires de bases. Donc, c'est l'unité, c'est celle-ci, mais qui revient. Là, j'ai mis le nombre de mutations par tumeur, mais ça revient à ça. Ça pourrait être un biomarqueur, donc ça pourrait être utilisé pour prédire la réponse à l'immunothérapie. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a des essais là-dessus, mais c'est des analyses qui ne sont pas faites encore en routine à grande échelle. Alors, là, pourquoi de la biologie moléculaire finalement? Parce que je vous ai dit, bon, les tumeurs, elles acquièrent plein de mutations. Mais il y a eu une théorie au début des années 2000 qui a, au début, été vraiment à contresens, à contre-courant. Je l'ai rapporté à un certain monsieur Weinstein, qui a émis l'hypothèse certes, alors les cellules cancéreuses, malgré de nombreuses altérations génétiques, c'est ce que je viens de vous dire, bien finalement, elles deviendraient dépendantes. Alors, euh, pour la dépendance, ils ont utilisé le mot, un mot qui est utilisé en psychiatrie d'addiction, qui deviendrait dépendante d'une seule voie oncogénique, on peut dire pratiquement d'une seule mutation, qui serait finalement un peu son talon d'Achille. Donc, on savait qu'il y avait des dizaines de mutations depuis 30-40 ans dans les tumeurs. Et puis est venue cette proposition-là de se dire, finalement, certes, il y a plein de mutations, mais est-ce que dans les tumeurs, il n'y aurait pas un talon d'Achille? Et puis, qui pourrait être la cible de nouveaux traitements. Ok. Alors, une, une dépendance pour deux choses finalement, à la fois pour maintenir la survie de la tumeur. Donc la survie de la tumeur, c'est surtout la capacité des cellules à se multiplier beaucoup, et puis de conserver un phénotype de la tumeur et la tumeur qui est différent du tissu normal puisque la tumeur, elle ne pense qu'à elle. Ok. Vous pouvez retrouver ça également. Alors en français, on peut dire le talon d'Achille. On trouve également le terme de mutation driver. Donc, c'est une mutation qui tire la tumeur, en fait. C'est la mutation dont la tumeur a besoin pour survivre, en fait, et pour avoir un avantage. Ok. Et donc, là, l'idée, c'était dans les années 2000, c'est si on trouvait des médicaments, si on trouvait cette protéine ou cette mutation, et en plus on avait des médicaments, peut-être qu'on réussirait à faire revenir la tumeur à un statut normal avec des cellules qui seraient qui penseraient plus qu'à elle en fait, hein, qui partiraient pas en métastase et qui ne multiplieraient plus. C'est ça qui est à l'origine du développement de ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc, vous voyez, d'emblée, il y avait la notion de médicaments qui ciblaient une seule voie métabolique. Et puis derrière, il y a la notion de mutation driver. Donc, d'emblée, la notion d'une mutation qui serait à chercher, donc à mettre en œuvre la biologie moléculaire et de la génétique. Ouais. Il s'est avéré que ça a fonctionné. Ouais. Je vais le mettre juste après.
Je voulais juste repositionner ça aussi. Je vous ai évoqué avant la notion de génétique somatique qui sont des mutations qui sont acquises dans les tumeurs. Les mutations drivers, c'est le cas. Ce sont toujours des mutations qui n'existent pas à la naissance, qui n'existent pas dans tous les tissus, mais que certains tissus vont acquérir. Ouais. Et c'est là que vont se développer, qu'on va utiliser les thérapies ciblées. Vous pouvez également, dans le cadre du cancer, entendre parler de mutations constitutionnelles. Donc là, c'est des mutations qui sont transmises dans les familles. Et là, ce sont des facteurs de prédisposition au cancer. Typiquement, vous pouvez entendre parler de ça, j'ai mis 2 exemples. Ça va être dans le cadre du syndrome de Lynch, dans les prédispositions au cancer du côlon et puis de l'endomètre, puis un petit peu d'autres types de cancers, hein, où là, ce sont des familles où également vous avez ça dans le cadre de la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Ok. Donc là, ce sont des anomalies dans les familles qui sont transmises de génération en génération. Ces mutations-là, elles vont toucher les systèmes de réparation de l'ADN. Ok. En constitutionnel, vous pouvez également être confronté à ça là, dans les demandes que vous pouvez voir passer en pharmacogénétique pour les toxicités à certaines chimiothérapies. Constitutionnel, ça se transmet de génération en génération. Ce qui est somatique, c'est uniquement dans les tumeurs, c'est acquis au cours de la vie et ça ne se transmet pas à la descendance. Ok. Alors, les types d'anomalies, les types d'altérations. Ben, on peut tout voir. Là, je vous ai mis du plus petit au plus grand. La plus petite, elle est en haut à gauche, là, encadrée en bleu clair. C'est ce qu'on appelle des mutations ponctuelles. On appelle ça aussi en anglais, ils appellent ça single nucleotide. Alors, j'ai mis un S qui n'était pas très, très malin. Il n'y a pas d'accent. Variation. Vous allez trouver ces acronymes-là. Ce sont des anomalies d'une seule base ou de 2, 3, 4, 5, 10 bases de l'ADN. Ok, donc c'est tout petit. À l'échelle d'un chromosome, c'est rien, c'est microscopique. Mais pourtant, typiquement, bah, c'est les mutations du gène Caras. Alors là, j'ai mis dans le cancer du pancréas ou dans le cancer du côlon ou dans le cancer du poumon. Les mutations du gène Caras, c'est la plupart du temps un seul nucléotide, donc une seule base de l'ADN qui change. La mutation BRAF dans le mélanome ou dans les lymphomes ou dans le cancer du poumon, c'est pareil. Ok. Et puis, vous allez voir du plus petit au plus grand. Les plus grands, vous pouvez voir des anomalies du nombre de chromosomes. Vous pouvez avoir des tumeurs où il y a des chromosomes en plus ou en moins. Donc là, j'ai pris un exemple dans le glioblastome. Vous pouvez avoir des pertes d'un chromosome 10. Ouais. Euh, Vous pouvez avoir des gènes qui sont répliqués. Voilà, j'ai pris l'exemple de CEMET dans une tumeur de l'estomac. L'exemple que j'aurais pu mettre, que vous connaissez probablement tous, c'est la mutation HER2 dans le cancer du sein. Eh bien, c'est le nombre du gène. Le nombre de gènes, normalement, on en a deux. Bah, des fois, il y en a 5, 10, 15, 20, 25, 30 fois le gène. En fait, ça a bégayé pendant une mitose. Et puis, le gène, il s'est répliqué 2, 3, 4, 5, 10 fois. Et puis, ce qui fait qu'après ça, bah, on a une protéine en trop. Il y en a trop. Ouais. Euh, pour finir, les gènes de fusion, je vous remontrerai ça juste après. Juste après les gènes de fusion, où là, c'est un petit peu plus. On a plus de mal à les voir, ceux-là. Ça va être des chromosomes qui se mélangent et puis qui font des nouveaux gènes et donc des nouvelles protéines. Ouais. Je vous ai mis ça là pour vous expliquer ce que c'est qu'un gène de fusion. Vous entendez parler de ça depuis sans doute moins longtemps, même si on connaît ça depuis 20 ans dans la leucémie myéloïde chronique. Hein, c'était connu depuis 40 ans. Mais on avait plus de mal à le voir. Et puis, c'est avec le progrès des techniques qu'on réussit à les voir. Là, vous avez deux chromosomes, un bleu, un rose, avec dans ces deux chromosomes deux gènes, gène A et gène B. Eh ben, il se trouve que dans certaines situations, ben, les chromosomes se cassent et se mélangent. Et puis, vous avez, voilà ce qu'on a ici à droite, là. C'est du je coupe et je copie, hein, et on a un chromosome, deux chromosomes hybrides, finalement qui n'existent pas dans la nature normalement. On appelle ça des chromosomes réarrangés, qui fait que, ben, pas de chance, les chromosomes, ça a juste cassé à l'endroit de deux protéines. Et puis, ben, finalement, on crée, au lieu d'avoir une protéine rose, une protéine bleue, ben, c'est une protéine, on va dire, violette, rose et bleue. Et puis, qui fait que la cellule, ben, elle va se multiplier. Et c'est typiquement dans un oncogène. En fait, typiquement, ça va créer un oncogène avec une multiplication de la cellule. Et ça, il faut réussir à les voir. Et ça, c'est pas facile.
c'est pas forcément facile de regarder les chromosomes, à quel endroit ils se cassent. Et donc là, il y a des nouvelles techniques, en particulier le séquençage de l'ARN qui permet de voir ça. Maintenant, il y a des médicaments qui sont ciblés sur ces gènes réarrangés. Ok. Vous allez pouvoir entendre parler des médicaments contre NTRK. Les protéines NTRK, la plupart du temps, ce sont des gènes réarrangés. Vous avez aussi des protéines FGFR. FGFR2 dans le cancer du cholangiocarcinome, c'est ce principe-là. Ouais. Alors, les techniques. Je vous ai remis ce que j'ai mis au départ là, pour vous positionner quelques notions. À gauche, l'ADN. À gauche, l'ADN. Les ARN, qui est donc l'intermédiaire, qui est une copie proche de l'ARN, mais qui est dans le cytoplasme. Et puis les protéines. Donc, on peut faire des analyses à tous les niveaux. Ça dépend ce qu'on veut regarder. Finalement, ça dépend si ça coûte cher, pas cher. Ça dépend si on a les appareils, pas les appareils. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Je vais me focaliser sur, donc vous voyez les protéines, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir l'immunohistochimie, où on va regarder les protéines sur les coupes de tissu. Et puis pour rechercher les mutations, puisque c'est ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, on va pouvoir faire du séquençage, on va dire à l'ancienne, mais surtout le séquençage dit de nouvelle génération. On appelle ça le NGS pour, alors, on n'a pas trouvé de nouveau nom, mais c'est plus à la prochaine génération parce qu'on y est depuis 10 ans, mais c'est vrai que ça n'a pas. Alors, il y a des noms que vous allez pouvoir trouver, mais qui sont peu utilisés. Vous allez pouvoir retrouver le séquençage massivement parallèle ou le séquençage à très haut débit ou à haut débit. Tout ça, c'est synonyme. C'est synonyme. OK. Alors, il y a 3 applications qui sont déployées depuis 10 ans. Je vous ai remis les termes. Je vous ai remis les termes derrière. Alors, il faut avoir en tête que, juste pour se rendre compte, le séquençage de nouvelle génération par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est à peu près un gain de production de 1 million. Ça veut dire qu'on va plus du tout se poser les questions de la même façon que ce qu'on se posait il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà, de séquencer un gène, c'était un tour de force. Maintenant, d'en séquencer quelques dizaines, ça se fait toutes les semaines dans tous nos laboratoires sans aucun problème. Ok. C'est vraiment un gain technique, technologique, au milieu des années 2000 et qui est arrivé dans nos laboratoires en 2012-2014, hein, et vraiment appliqué en routine, nous, depuis 2014-2015. À Rennes, la même chose, hein, c'est-à-dire on a tous été équipés à peu près en même temps. Alors, avec trois déclinaisons, c'est la même technique, mais c'est la façon dont on va l'utiliser. Vous allez pouvoir entendre parler de panels de gènes. Les panels de gènes, ben, c'est nous au laboratoire, plutôt que de tout séquencer, on va séquencer que les gènes d'intérêt, en particulier un certain nombre d'oncogènes. Ouais. Ou de suppresseurs de tumeurs. Finalement, le gène qui produit de la myoglobine, dans le cadre du cancer, ça n'a pas d'intérêt. Donc, pourquoi le séquencer? On ne le séquence pas. L'hémoglobine, dans le cadre du cancer, aucun intérêt. Donc, c'est se focaliser uniquement sur les gènes d'intérêt dans le cancer. Il y a des tout petits panels qui font que 10 gènes, 10-15 gènes. Pour la routine, avec 20 gènes déjà, on peut prescrire tous les médicaments. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus gros, qui vont jusqu'à 300, 400, 500 gènes. Ouais. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Quand on monte à 50, 100, 200 gènes, c'est davantage pour la recherche clinique. Vous allez pouvoir trouver la notion d'exome aussi. L'exome, ça va être quoi? Eh bien, en fait, dans le génome, ça va être de séquencer tous les gènes qui codent des protéines. Il y en a à peu près aujourd'hui estimé à 21 000. Ok. Mais finalement, quand on regarde à l'échelon du génome, c'est que 2% du génome. Ouais. Donc finalement, dans le génome, il y a 98% qui. Alors, on pourrait dire au départ, il y a 20 ans, 30 ans, quand j'étais à l'université, on nous disait que c'était de l'ADN poubelle. On se rend compte que c'est pas forcément ça. Ok. Mais finalement, il n'y a que 2% qui codent des protéines. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, c'est une des analyses qui va être faite. Il y a un exome qui va être fait. Et puis, on peut également faire le génome. Mais dans ce cas-là, le génome, c'est séquencer l'intégralité de tous nos chromosomes. Ouais. Une petite notion qu'on peut avoir aussi, c'est séquencer l'ADN, c'est bien, mais ça peut être intéressant de séquencer également les ARN, en particulier pour détecter les gènes de fusion, parce que sur l'ADN, c'est pas facile à voir. Et par contre, sur l'ARN, ça va être plus simple. Donc, c'est une des applications du séquençage des ARN, c'est de détecter les gènes de fusion. Ouais. Sur cette notion-là, c'était une des choses que vous cherchiez? Vous parlez C'est pas? Je vois parti. pas de doigt. Alors, je vois pas. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Parce que moi, je suis en plein écran et je C'est vois c'est- pas. c'est très intéressant.
intéressant pour reposer des bases. Voilà. Ok. C'était ce que vous vouliez ou vous vouliez... Alors, je vais finir sur ça, sur les applications. Alors, la biopsie liquide, c'est quoi? Ben, la biopsie liquide, c'est les cellules dans les tumeurs, elles se multiplient sans arrêt, mais elles se renouvellent aussi et elles meurent. Ok. Donc, en se renouvelant, il y a un certain nombre de tumeurs qui passent dans la circulation, parce que le propre des cancers, c'est de pouvoir faire des métastases. Et une des voies de dissémination des cellules cancéreuses, c'est par le sang. Et par les lymphatiques aussi, mais par le sang. Donc, on va pouvoir essayer de récupérer les tumeurs, mais ça reste difficile. Les cellules tumorales circulantes, il y en a très, très peu dans un tube de sang. Très, très peu, c'est quelques-unes. Ouais. Il y a eu plein de tentatives d'étudier ça. Ça reste aujourd'hui difficile. Par contre, ce qui est relargué là, enfin, en quantité plus importante, ça va être l'ADN ou l'ARN des tumeurs qui sont relargués dans le sang. Donc vraiment libre, c'est-à-dire que c'est plus dans la cellule, c'est plus dans le noyau, mais c'est une cellule qui est qui alors soit a été nécrosée, soit est rentrée en apoptose, et puis il libère son matériel génétique qui après ça va être éliminé par le rein ou le foie. Ouais, surtout par le rein. Ok. Et en fait, c'est dans le plasma qu'on va trouver ces ADN-là. Et donc ça, c'est les applications qu'on fait maintenant depuis 7-8 ans, pas 10 ans encore. Alors, on trouve ça aussi sous le nom de biopsie liquide ou d'ADN tumoral circulant. Ok. Bon, la biopsie liquide, c'est aussi souvent pour les pathologistes, la biopsie, c'est leur cœur de métier. Par rapport aux biologistes, il y a une petite guéguerre là-dessus, bon, qui a vraiment pas lieu d'être. Et donc, on va pouvoir finalement, à partir du sang, étudier les mutations qui ont été acquises dans la tumeur sous réserve que la tumeur libère bien du matériel. Et ça, on ne sait jamais trop. Aujourd'hui, finalement, on va savoir qu'une tumeur libère du matériel quand on trouve, quand on trouve des mutations. Là, on dit, OK, il y avait bien du matériel de la tumeur dedans parce qu'il y a des mutations qui n'ont rien à faire là. Mais si on trouve rien, on a toujours la limite qu'on n'est pas sûr qu'il y avait de l'ADN de la tumeur dans le prélèvement. Ok. Ça, c'est en train de vraiment de... Donc, dans le cancer du poumon, il y a déjà depuis 6 ans maintenant, je crois que c'était en 2018, on peut prescrire un médicament dans le cancer du poumon euh, sur le résultat de la prise de sang, sans même qu'il y ait eu des biopsies qui aient été faites chez ces patients. Ok. Alors, c'est utilisé pour le diagnostic au départ du cancer. Ça peut être utilisé aussi donc, pour choisir les traitements. Et puis, de plus en plus, on est en train il y a du développement pour voir alors soit les rechutes, soit la résistance au traitement à partir d'une simple prise de sang. Ça aussi, c'est permis parce que on a le NGS qu'on n'avait pas il y a 10 ans, clairement. Parce qu'on peut faire du séquençage en très très gros volume et ce qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années. Ok. Donc c'est vraiment les avancées technologiques. Alors la prise de sang, ce n'est pas une avancée technologique, mais l'analyse qu'on va faire derrière qui ont permis ces développements-là. Ouais. Vous voyez, l'histoire, c'est pas en 2024. L'histoire, elle a commencé en 1960 avec les premiers médicaments qui sont arrivés en 2002. C'est en bas de la diapo. J'ai pris l'exemple de la leucémie myéloïde chronique parce que c'est quand même l'exemple à la fois historique et emblématique de la notion d'addiction oncogénique. Là, c'était un gène de fusion avec 2 chromosomes qui se mélangeaient et ça, c'était connu des cytogénéticiens. Par contre, on n'avait pas la finesse dans la séquence du gène. Voilà, ça a été des années de recherche. Vous voyez, c'est la découverte 1973, 1960. La translocation, il a fallu 13 ans pour la décrire. Et puis le gène, finalement, le gène de fusion décrit en 1990. Donc il a fallu 30 ans pour trouver ça. Et puis le premier traitement, 10 ans après. Mais c'est vraiment l'histoire de la science dans le cadre des cancers. Ça prend des années, des fois. Maintenant, ça s'accélère avec les techniques qu'on a. Mais entre la découverte initiale et puis le traitement, il peut se passer 20, 30 ou 40 ans, quoi. Ouais. Alors, l'addiction, c'est ce qu'on a vu. Donc, en fait, c'est quoi l'addiction? L'addiction, on l'a revu, hein, c'est une protéine qui existe la plupart du temps. Alors, c'est 2 choses. Soit des protéines qui existent dans nos cellules, mais qui ont une mutation qui fait qu'elles sont plus régulées. Et puis, elles travaillent que pour elles après. On dit qu'elles ont une activation constitutive.
Ou alors, c'est des protéines qui n'existaient pas, comme les protéines de fusion, parce que normalement, c'est des protéines qui n'existent pas, mais le mélange de plusieurs bouts de protéines, bah, ça fait une nouvelle protéine qui a des propriétés. Alors, les exemples classiques, j'ai pris cela pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. J'ai pris l'exemple, ça c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, le poumon, le mélanome, les côlons, avec les gènes, les gènes, donc les protéines, hein, derrière, qui peuvent être mutées. Vous retrouvez des choses qui vous avez sans doute entendu parler. Donc, on a à la fois le gène, et puis, ce n'est pas des mutations au hasard. C'est ça ce qui est assez bluffant. Moi, j'ai mis du temps à m'aligner sur ça. C'est que finalement, dans les gènes, contrairement aux maladies rares, on va trouver des dizaines et des dizaines de mutations différentes. Bah, finalement, dans le cadre des cancers, bah, on trouve que quelques mutations qui sont, alors qu'elles sont créées au hasard, mais on va retrouver les mêmes chez les patients. Ça, c'est assez bluffant parce que, alors si on prend l'archétype, hein, c'est la mutation du gène BRAF, c'est pratiquement toujours la même chez tous les patients, alors que les patients, ils ne sont pas apparentés entre eux, hein. Ce que je vous ai dit avant, c'est des mutations qui sont acquises chez ces patients au hasard. Et pourtant, on retrouve la même mutation. Ouais. Ben, il se trouve que ces mutations, ça donne un avantage sélectif énorme à la cellule tumorale. Et donc, elles sont produites au hasard, mais la sélection, ce n'est pas fait au hasard, c'est une sélection qui donne l'avantage sélectif et qui fait que c'est ça ce qui va être sélectionné. Ouais. Alors, ça représente quelle proportion? Eh ben, si j'ai pris, je reprends ces mutations-là, vous voyez à gauche le gène et puis les mutations. Si je prends les mutations du gène EGFR, ben on va les retrouver quasi exclusivement que dans le cancer du poumon, et puis, ce que j'aurais pu mettre après, maintenant ce qu'on sait mieux, et puis dans le cancer du cerveau, dans le glioblastome. Dans le cancer du côlon, on n'en trouve pratiquement jamais. Dans le mélanome, on n'en trouve pratiquement jamais. Ouais. À l'inverse, vous pouvez avoir des mutations qu'on trouve dans tous les types de cancers ou dans beaucoup de types de cancers. J'ai pris l'exemple de Caras. Caras, les mutations au codon 12 et 13, on va les trouver fréquentes dans le poumon, 30% des cancers du poumon, très fréquentes dans le côlon, 50% du cancer du côlon. Et puis, dans le mélanome, on va trouver, alors c'est pas Caras, mais c'est son cousin, des mutations de NRAS dans allez, 20 à 30% des cas. Donc, ça peut être très fréquent. Ouais. Donc, ça peut être très rare dans certaines tumeurs et très fréquent dans d'autres. Ouais. Et puis, pareil pour BRAF, vous avez BRAF, la mutation classique, ça représente 40% estimé dans le mélanome, mais que 2% dans le cadre des poumons. Pourquoi? J'en sais rien. C'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on décrit, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on en est où? Je vais finir là-dessus. Bah, ça peut être un catalogue hein, sur ça. Vous pouvez aller sur le site de l'INCa qui est plutôt bien fait, qui a été mis à jour à la fin de l'année dernière pour voir le lien. Alors là, j'ai pris les premiers de la liste. Vous pouvez, alors si je prends le cancer de l'estomac aujourd'hui avec n'est répertorié que les amplifications du gène HER2, puis vous avez le nom du médicament en face. Vous pouvez voir dans le cancer du côlon, bah, c'est les trois exemples que j'ai pris avant. Dans le cancer du côlon, on a des mutations de BRAF, de CARAS et de NRAS avec les médicaments qui y a en face. Ok. Et puis vous avez alors les laboratoires publics qui sont financés par l'INCa depuis 15 ans maintenant. Et puis il y a aussi les labos privés hein, qui font ces analyses maintenant depuis quelques années. Voilà où je voulais en venir. Je ne sais pas si ça répond à la demande. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai traité. Des questions, des remarques, des interrogations? Non, c'est très clair. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Du Allez-y, coup, posez ce que vous voulez. Ouais. est-ce que aujourd'hui, on pourrait trouver ces mutations avant même que le cancer soit détecté? Est-ce que ça pourrait être des facteurs prédictifs en fait? Ou est-ce Alors, pas avant que ce soit trop prédictif. important, enfin, avant que ce Alors, soit il trop faut bien important? utiliser les mots. Alors, prédictif, ça veut dire que ça présage de la réponse ou pas à un traitement. Ok, Mm. donc, les mots sont précis. Prédictif. Donc, ça, non. Par contre, ça pourrait être utilisé pour du dépistage plutôt. C'est ça ce qui était l'idée? Oui, c'est ça, c'était ça la question. Plutôt du dépistage. Euh, je dirais qu'on n'y est pas encore parce que c'est un peu plus. euh, euh, on pourrait avoir des faux positifs en fait. Et en particulier, on sait qu'il y a dans le sang, on trouve des mutations au fur et à mesure que les gens vieillissent, et ça ne veut pas dire plus qu'ils ont des cancers. Donc pour le moment, il y a des grosses sociétés qui font du développement là-dessus, il y a de l'espoir, mais on n'y est pas encore. Mais oui, c'est un des,
c'est un des versants de la recherche, c'est de pouvoir, plutôt que de faire, de l'imagerie où, quand il y a une toute petite tumeur, on voit rien finalement. Est-ce que, sur une simple prise de sang, on pourrait suspecter un cancer et puis dans ce cas-là, faire d'autres analyses derrière? La réponse, elle est plutôt oui, mais on n'y est pas encore. Ouais? D'autres questions? Il y en avait plusieurs là, je vois pas les Merci. Merci beaucoup. dans le chat. Ah, le chat, merci. Indispensable, si vous l'avez demandé, c'est que vous en aviez besoin. Donc l'ADN circulant, il y a beaucoup de développement sur ça, ça a beaucoup de communication aussi sur ça. Il ne faut pas oublier que le gold standard, c'est déjà d'avoir le tissu et de caractériser la tumeur, quoi. Ça doit rester le... Parce que là, au moins, on est sûr qu'on a la tumeur, on voit ce qu'il y a dedans. Mais en particulier, moi, je vois pas mal, à assez court terme, l'ADN circulant pour attester de la... On en discutait avec Thibault la semaine dernière, pour avoir un indicateur de la guérison, finalement, pour prouver qu'il n'y a pas il y a plus de tissu tumoral qui circule, qui est présent. Donc là, on pourrait faire ça dans le temps, je sais pas, tous les 3 mois pendant 2, 3, 4 ans, j'en sais rien et puis arrêter les traitements. Parce qu'aujourd'hui, pour arrêter les traitements, on n'a pas trop de données objectives pour dire: Là, on peut être vraiment rassurant, on n'a rien d'autre». Et puis, vous allez voir ça, il y a déjà eu alors, il y a quelques mois, bon, il y a eu des petits, soucis avec le médicament, mais il va revenir. C'est dans le cancer du poumon du sein également, pour anticiper les résistances et changer de traitement avant même que de voir que la tumeur progresse en radiologie, avec les mutations SR1 par exemple. Donc ça a été c'est intéressant aussi et a été montré que quand on change le traitement sur le résultat de la prise de sang, en fait, on a des meilleurs, pronostics, à moyen terme que si on attend la radiologie, qui est aujourd'hui le critère de rechute. Ouais, autre chose? Moi, j'avais une question sur le temps que ça prend d'analyser ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut avoir rapidement, pas rapidement, et éventuellement aussi un ordre d'idée du coût, parce qu'on n'a pas parlé du coût de ces analyses. Oui, alors aujourd'hui, on est obligé de travailler avec les outils qu'on a, avec les séquenceurs, on est obligé de travailler en série et finalement, c'est ça qui nous limite le plus dans les délais. Donc la plupart, font, une série par semaine. Donc une série par semaine, ça veut dire que et puis ça prend plusieurs jours quand même, hein. Ça prend, à la paillasse, il faut au moins 3 jours pour que ça soit sur le séquenceur, donc nous, il faut la semaine. Là, si vous me torturez, je pourrais pas vous donner les résultats de cette semaine avant vendredi au mieux, voire samedi. OK? C'est pas possible. Donc ça prend une petite semaine. Donc ceux qui ont suffisamment de débit, chez Karen, à un moment, ils pouvaient faire 2 séries par semaine. Tout dépend de donc par série, on met, entre 20 et 30 échantillons par série. Donc il faut quand même pas mal d'échantillons. OK? Et on ne peut pas faire une série avec un seul échantillon, c'est pas concevable. Et le coût, par échantillon, c'est, pour du séquençage, en NGS, il faut compter, 300 €. Bon, ça va dépendre de l'ordre de grandeur, c'est quelques centaines d'euros. Et du coup, vous pouvez analyser combien, enfin ça dépend, j'imagine, de la structuration, mais ça veut dire qu'on ne peut pas offrir ça non plus à tous les patients, bon, par le coût peut-être, mais aussi parce qu'il faut du temps pour le faire et que vous êtes limité en termes de machines. Du coup, il y a une priorité qui est faite sur Non, je certains crois pas. patients. Aujourd'hui, les patients qui en ont besoin, ils ont leurs analyses, hein. D'accord. Non, non, c'est pas en France, pour moi, c'est pas un... Après ça, sur le coup, il y a toujours des situations, des personnes qui sont pas assurées sociaux. Nous, les personnes qui viennent, donc c'est hors nomenclature aujourd'hui, donc c'est pas remboursé par l'assurance maladie, mais c'est pris en charge par nos établissements. Donc aujourd'hui, ça coûte pas aux patients, hein. Les patients, qui viennent dans nos établissements, ne payent pas ces analyses, hein. Nos établissements sont défrayés par le ministère. Donc aujourd'hui, il y a pas je crois pas qu'il y ait des freins. Bon, il y aura toujours des situations, des personnes qui sont dans des déserts médicaux, mais ça, c'est plus le problème du désert médical que de l'accès aux soins, à ces analyses-là.
Ok, mais merci beaucoup. Merci pour la présentation qui était très claire. Il est 13h30. Du coup, si peut-être on va passer au Thibaut docteur est arrivé? Rouge. Oui, tout à fait. Oui, Salut Thibaut. salut. Alors, Désolé d'être arrivé en retard. Ouais. Non, non, je mais j'ai pris la main, pas de souci. Mm. Je vais, hop, pense que vous pouvez partager votre écran. j'ai arrêté le partage. Voilà. Thibaut, Ok. tu as la main. Alors, Je vous quitterai peut-être euh, en cours. Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à 2 heures, je pense. Bah, merci beaucoup en tout cas, si jamais vous partez Ouais, ça après. répondait à vos attentes. Vous attendiez autre chose ou pas ou... Bah, je crois que ça répondait bien aux attentes, ouais. Puis c'était très clair. Donc en tout cas, Ok, a priori, je pense que ça collait bien. Merci. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment parfait. Thibaut, à toi. ok, donc moi je vais vous faire un aspect plus sur la clinique, hein, du coup sur l'utilité clinique de ces analyses. Bon, moi je suis très investi dans l'idée de faire ces analyses génomiques et du coup je suis responsable de 2 études là dont une dans l'ovaire où ça a pour but de constituer une base clinico-biologique et puis une dans le cancer du sein où justement on va utiliser l'ADN tumoral circulant pour essayer d'arrêter certains traitements et de vérifier que la maladie ne revienne pas. Alors, quand on regarde finalement quelles sont l'utilité des analyses moléculaires en oncologie, alors il y a ça peut être utile à plusieurs niveaux. Donc, ça peut avoir une utilité dans le diagnostic, par exemple pour essayer de mieux comprendre certains cancers dont on ne connaît pas la tumeur primitive. C'est-à-dire qu'il y a des cancers, parfois on découvre juste les métastases, mais on ne sait pas si le cancer il vient plutôt du poumon, du sein, des cancers digestifs. Et ça, quand on fait une analyse finalement génomique, on va pouvoir plus facilement classer le cancer en fonction des anomalies génétiques qu'on va découvrir dedans. Et ça va parfois nous orienter, voilà, nous dire bah ça c'est plutôt un cancer du sein ou c'est plutôt un cancer du poumon. Et ça finalement c'est hyper important parce que du coup les traitements qu'on donne dans le cancer, bah, ils sont quand même pas mal basés sur le type de cancer et on va pas donner les mêmes traitements pour un cancer du poumon, un cancer du côlon ou un cancer du sein. Et donc ça peut être utile pour ce cas de figure, alors qu'il y a un cas de figure qui est quand même assez rare, hein, du coup. Donc voilà. Après, au sein d'un même cancer, ça va permettre parfois d'identifier des sous-types moléculaires différents. C'est-à-dire, par exemple, dans le cancer du sein, on sait qu'il n'y a pas un cancer du sein. En fait, il y a probablement au moins 5 ou 6 formes de cancer du sein différents. Et du coup, de faire des analyses génomiques, ça va permettre de classer le cancer du sein en plusieurs types de maladies différentes. Et là encore, c'est important parce que finalement, les traitements ne vont pas forcément être les mêmes. Et puis, ça permet aussi parfois de suivre ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Donc, c'est quand on voit plus trop de maladies avec les scanners, et ben, est-ce qu'on peut détecter encore du cancer dans le sang ou pas, grâce à l'ADN tumoral circulant notamment. Et c'est intéressant parce que les stratégies du coup de traitement vont pouvoir varier en fonction de cette détection ou pas. Et puis, bah, le gros de notre sujet, c'est quand même sur ce qu'on appelle l'utilité théranostique. Donc, théranostique, ça veut dire qu'en fait, on va rechercher une anomalie parce que si on la retrouve, on a un traitement qu'on peut donner qui va être particulièrement efficace. Et donc, ce qu'on appelle la théranostique, ça veut dire c'est de vérifier si une anomalie est présente, car elle prédit l'efficacité d'un traitement. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples qui sont bien connus. Hein, du coup, donc l'idée d'identifier des cibles moléculaires pour avoir des thérapies moléculaires ciblées. Donc par exemple sur les mutations de l'EGFR, dans le cancer bronchique, on va donner des inhibiteurs de l'EGFR. Sur les mutations BRCA dans les cancers du sein et de l'ovaire, on va pouvoir donner des inhibiteurs de PARP. Et voilà, donc il y a toute une série d'anomalies comme ça qu'on peut caractériser pour lesquelles on va avoir des traitements vraiment ciblés. Alors, ça peut être en routine, mais ça peut être également en recherche et notamment dans le développement des nouveaux médicaments. En fait, de plus en plus, on essaie de développer un médicament qui est ciblé sur certaines anomalies. Donc, on va développer en même temps un test qui regarde si l'anomalie est présente et donc qui prédit, si elle est présente, l'efficacité du traitement. Ça permet également de faire un suivi longitudinal et c'est ce que disait Cédric tout à l'heure. Par exemple, dans le cancer du sein, en fait, on peut suivre l'apparition
d'une mutation du gène des récepteurs d'œstrogène. Quand elle apparaît, ça va témoigner d'une résistance finalement à l'hormonothérapie et on va pouvoir éventuellement donner un traitement adéquat parce qu'il, lui, va bloquer cette mutation. Voilà. Et puis, donc, il y a une utilité également génétique pour retrouver des prédispositions génétiques. Donc, par exemple, dans les mutations BRCA, elles peuvent être effectivement que dans la tumeur, mais elles peuvent être aussi présentes dans toutes les cellules du corps. Et donc, dans ce cas-là, on sait que quand elles sont présentes dans toutes les cellules du corps, ça augmente le risque de faire des cancers globalement. Et puis, d'un point de vue de la recherche fondamentale et translationnelle, donc ça, c'est plus pour essayer de mieux comprendre comment le cancer se développe et quels sont les mécanismes du cancer. Alors, dans les types de mutations, dans les types d'anomalies, on va trouver plusieurs types. Donc, il y a des mutations génétiques dans la tumeur, du coup, et ces mutations, elles peuvent être soit activatrices ou soit perte de fonction. Donc, quand elles sont activatrices, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur du développement des cellules tumorales, et donc ça va entraîner des suractivations des voies de signalisation cellulaire. Oui. Et quand il y a des pertes de fonction, c'est comme si au lieu d'avoir le pied sur le frein, et du coup, on enlève le pied du frein et du coup, les cellules vont se redévelopper parce qu'on n'aura pas mis en place le dispositif de freinage. Alors, il peut y avoir des fusions de gènes, il peut y avoir aussi de l'instabilité génomique, donc souvent qui est liée à des défauts de réparation dans l'ADN, et du coup, qui va entraîner l'apparition de nombreuses mutations. Et puis, il y a ce qu'on appelle la charge mutationnelle, c'est quand il y a un taux très élevé de mutation. Ça, c'est intéressant parce que c'est corrélé quand même à un bénéfice de l'immunothérapie. Donc, le but vraiment de la médecine de précision, donc ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est d'analyser la tumeur, de faire un profil moléculaire, d'identifier une altération moléculaire et puis donc de donner un traitement qui est ciblé sur cette anomalie et qui va permettre de mieux soigner les patients parce que ça va être un traitement qui est spécifique des cellules tumorales, donc il ne va pas trop avoir d'effets secondaires parce qu'il ne va pas trop aller dans les cellules normales, mais par contre ça va vraiment permettre de détruire plutôt les cellules tumorales et comme ça inhibe qu'une petite partie précise, et du coup ça n'a pas trop d'effets secondaires également par ailleurs. Donc, il y a plusieurs voies et plusieurs techniques en fait pour faire ces analyses et plusieurs cibles aussi du coup. Et donc, tout ça repose sur ce qu'on appelle la NGS, donc, qui va permettre de faire des analyses du génome de manière assez complète. Alors, donc, soit on se pose au niveau du génome complet, ou alors soit on fait des panels de gènes, donc on va cibler que certains gènes. On peut faire également des analyses sur l'ARN. Voilà. Et donc, ces analyses, elles peuvent se faire soit sur des tumeurs qui sont congelées, et c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup, c'est là où l'ADN est le mieux préservé, l'ARN aussi. Mais on peut aussi le faire maintenant sur des tumeurs qui ont été biopsiées et qui ont été inclus dans la paraffine. Et donc, ce qu'on appelle le FFPE, les blocs FFPE, c'est les blocs tumoraux qu'on a en anapath classique. Donc là, je vous ai mis juste un petit peu pour vous montrer comment ça se passe en pratique. Donc ça, c'est pas moi qui m'occupe de ça, hein, c'est les gens qui sont au laboratoire. Donc en fait, on va préparer les cellules, on va extraire l'ADN. Ensuite, on va ordonner un peu cet ADN, pardon. Et puis, on va séquencer tout l'ADN. Et ensuite, on va avoir toute une série de séquences qu'on va traiter avec des algorithmes informatiques, finalement, pour retrouver les anomalies au sein du génome. Et donc là, ça, c'est un exemple de fonctionnement. Mais du coup, on voit qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Et du coup, c'est pour ça que ça prend quand même un peu de temps. Mais globalement, en fait, un séquençage peut être fait sur une période d'une semaine. Et donc, on essaie souvent d'avoir un séquençage par semaine, ce qui permet d'avoir des résultats finalement assez rapidement après. Alors, on peut évaluer ces biomarqueurs soit sur les tumeurs initiales, et dans certains cas, ils sont très conservés, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à la fois sur la tumeur initiale, mais également sur les métastases. Et donc, ça veut dire que là, quel que soit le prélèvement qu'on analyse, finalement, on va retrouver le biomarqueur, donc c'est intéressant. Et puis, parfois, il y a des biomarqueurs qui n'apparaissent que dans les métastases ou que sous l'effet de certains traitements. Et donc là, ça veut dire que ça n'aura pas trop d'intérêt pour cela de
de séquencer la tumeur initiale, ça va plutôt être intérêt soit de refaire une biopsie de la tumeur au moment où elle s'aggrave, ou mieux peut-être, et c'est là où ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant a sa place, c'est de pouvoir faire de la biopsie liquide et donc de rechercher dans le sang du patient l'apparition de ces signes de résistance au traitement. Alors, c'est beaucoup moins invasif de faire une prise de sang que de faire une biopsie. Donc, c'est pour ça que c'est utile. Et puis, du coup, les prises de sang, on peut les répéter de nombreuses fois, alors que les biopsies, c'est quand même pas si simple que ça. C'est pas très agréable pour les patients. Ça nécessite une infrastructure quand même assez importante. Et donc, du coup, c'est pour ça que la biopsie liquide également est intéressante et se développe. Donc, je vous ai mis un peu des exemples. Hein. Donc, sur les tumeurs qui sont conservées, on fait souvent des analyses tissulaires. On peut éventuellement faire de la biopsie liquide, mais ça a moins d'intérêt. L'analyse tissulaire, en général, est plus puissante. Et puis, pour les biomarqueurs de résistance, là, c'est là où on fait plutôt de la biopsie liquide. Donc, la question, voilà, c'est de quel type de tissu on va analyser. Donc, on peut analyser du tissu archivé. Donc, ça, c'est par exemple la femme qui a été opérée de son cancer du sein. Il a été retiré et il est stocké dans les laboratoires de Napat. Et puis, elle rechute, mettons, 5 ans ou 6 ans après. Et donc, parfois, on va pouvoir refaire une biopsie et donc faire une analyse sur le tissu frais, mais parfois, c'est pas possible de refaire une biopsie parce que la rechute, par exemple, est uniquement dans les os, à certains endroits qu'on peut pas biopsier. Et donc, on va pouvoir utiliser du tissu archivé. Donc, on va récupérer du tissu sur les prélèvements initiaux pour l'analyser. Alors, évidemment, on peut faire voilà, sur l'analyse de tissu frais avec une biopsie, donc c'est pas mal aussi. Ça donne finalement des informations sur ce que la maladie est en un temps T, donc c'est quand même intéressant. Et puis il y a également la biopsie liquide qui permet de faire ça, et c'est intéressant. Et puis après, vous avez vu que pour tout ce qui est maladie génétique ou prédisposition génétique, en fait, on peut du coup les prélever dans n'importe quelle cellule du corps. Et donc ça peut être par exemple sur un prélèvement salivaire ou sur des prélèvements de prise de sang. Donc, on recherche des altérations moléculaires et donc après, on a plusieurs façons de faire. Soit on peut analyser ce qu'on appelle des petits panels, donc c'est juste les gènes d'intérêt et donc on va avoir un panel de 20 à 50 gènes. L'avantage, c'est que c'est plus rapide et que ça coûte moins cher. Après, on peut faire des panels beaucoup plus larges avec plus de 300 gènes. C'est un peu plus complexe, un peu plus long et du coup, ça coûte aussi plus cher. Et puis, là, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Et puis, on peut également faire un séquençage du génome complet. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe. Ça coûte beaucoup plus cher parce que les analyses sont beaucoup plus poussées et ça dure plus longtemps. Alors là, je vous ai mis un peu la preuve du concept, en fait, de l'utilité de la médecine de précision. Et donc ça, c'était dans les cancers du sein. Et donc, c'était pour prouver que finalement, de faire des analyses génomiques, ça permettait de mieux soigner les malades. Donc, on avait fait une étude de phase 3 randomisée. Et du coup, les patientes étaient séparées en un groupe où ils n'avaient pas d'analyse moléculaire et on faisait un traitement classique, on va dire. Et puis, un groupe où on faisait une analyse moléculaire et on donnait des traitements en fonction des anomalies qu'on avait détectées. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'essai était positif et a montré que globalement, quand on faisait un traitement basé sur la découverte des anomalies moléculaires, on avait une meilleure survie des patientes. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt de faire ces analyses pour les patientes en routine. Et donc, pour classer ces anomalies, en fait, on utilise une échelle qui a été discutée avec la société d'oncologie européenne, qui s'appelle l'échelle ESCAT, en fait, et qui va classer les biomarqueurs en fonction de leur intérêt de 1 à 5. Et donc, quand on est ESCAT 1, ça veut dire que c'est un biomarqueur qui est prouvé, très pertinent, et qu'il faut l'utiliser en routine. Et puis, quand c'est un classe 5, par contre, là, c'est beaucoup moins prouvé. On a juste quelques suspicions que ça peut être intéressant, mais on n'est pas sûr que ça soit le cas. Et donc, le classement de cette échelle permet en fait de dire quand on détecte une anomalie,
si elle est vraiment pertinente ou pas par rapport au cancer dans lequel on l'a détecté, parce que en fait, on peut détecter des anomalies qui ne sont pas toujours pertinentes en fonction du contexte tumoral. Et donc maintenant, c'est vrai que pour ça, dans la RCP, on essaye souvent de classer quand on a des anomalies peu fréquentes sur l'échelle S4 pour dire, bah voilà, c'est pertinent cette anomalie ou alors c'est relativement peu pertinent. Alors dans le cancer du sein, on a quelques anomalies qui sont très pertinentes. Et donc là, je vous en ai mis certaines. Donc il y a par exemple les anomalies, des mutations de PIK3CA, les anomalies ESR1, mutations de ESR1, les mutations BRCA, les délétions de PTEN et les mutations d'AKT. Pourquoi c'est très pertinent? Parce qu'en fait, on sait que c'est très corrélé à l'efficacité de traitement ciblé qu'on va pouvoir donner en cas de ces anomalies. Et donc, on voit d'ailleurs sur les recommandations de prise en charge du cancer du sein. Alors, c'est pour l'instant à la phase métastatique, hein, mais on voit que une fois qu'on a fait la première ligne de traitement, qui est de l'hormonothérapie avec un inhibiteur de CDK4/6, et ben, quand on a une rechute, en fait, on va pouvoir rechercher différentes anomalies. Ça peut être des anomalies PIK3CA pour lesquelles on va pouvoir donner un traitement ciblé qui s'appelle l'alpelisib. Ça peut être des anomalies sur l'ESR1 pour lesquelles on a un inhibiteur qui s'appelle elacestrant. Ça peut être des anomalies dans les gènes BRCA ou dans PALB2 pour lesquelles on va donner des inhibiteurs de PARP. Et donc, vous voyez que c'est dans la prise en charge du cancer du sein métastatique, il faut avoir ces informations génomiques pour pouvoir choisir finalement les meilleurs traitements pour les patientes. Et puis, la génomique, ça sert aussi pour évaluer la maladie moléculaire résiduelle. Et donc ça, le concept avait été développé en hématologie, puisqu'ils étaient un peu en avance du fait que dans le sang, leurs cancers, ils sont dans le sang, donc ils sont plus faciles à détecter. Et donc, ils avaient montré, par exemple, dans la leucémie myéloïde chronique qu'on traite par une thérapie ciblée qui s'appelle l'imatinib, on peut monitorer la maladie résiduelle dans le sang et quand elle est indétectable, on peut essayer d'arrêter le traitement. Et on voit que dans cette étude, en fait, chez 40% des patientes chez qui on arrête le traitement, eh ben, il n'y a pas de rechute. Donc, ça permet finalement d'arrêter le traitement et de ne pas le continuer de manière indéfinie. Et puis, pour celles qui ont une rechute, en fait, on va détecter la rechute de manière très précoce avant même l'apparition de cellules tumorales dans le sang, ce qui permet de reprendre le traitement sans sans prendre de risques pour les patientes. Alors, en oncologie, c'est beaucoup plus récent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie aussi de détecter, et notamment grâce à l'apport de l'ADN tumoral circulant, où on va probablement, dans les années qui viennent, avoir beaucoup plus d'utilisation en clinique pour le suivi longitudinal, donc pour voilà, détecter finalement si les traitements ont bien fonctionné, on ne détecte plus d'ADN tumoral circulant. Et puis, on sait que si jamais la maladie tend à revenir, il va augmenter. Donc, ça va pouvoir permettre de détecter, peut-être même avant même qu'il y ait la moindre modification sur les radios ou sur les symptômes, la rechute de la maladie, et donc de traiter plus précocement. Et on sait que probablement, quand on traite plus précocement, ça peut avoir un impact positif. Les traitements peuvent être plus efficaces. Ça a été montré notamment pour les traitements d'immunothérapie, ou si on les met avec une charge tumorale pas trop importante, ils sont probablement un peu plus efficaces. Ça permet aussi de détecter les mutations dans certains gènes pour pouvoir éventuellement modifier le traitement. Et c'est ce qu'on avait montré dans le cancer du sein avec l'étude PADAWAN et l'apparition des mutations des récepteurs ESR1. Alors, vous voyez, ça, je vous ai refait un petit panorama globalement, du coup, pour vous montrer que la RCP, on a de plus en plus de fiches RCP qui passent pour discuter des cas de traitement, et ça montre en fait l'intérêt qu'on a finalement pour ces nouvelles techniques et l'utilité que ça peut apporter dans la prise en charge des patients atteints de cancer à une phase avancée. Donc, on a la biologie moléculaire, voilà, qu'on fait en partenariat au niveau de la région avec le CHU de Brest, et puis auquel tous les médecins de la région peuvent soumettre des fiches pour discuter des anomalies moléculaires. Donc après, on a développé d'autres aspects. Donc, on a essayé de développer
des aspects de recherche. Et donc là, c'est pour ça qu'on a des essais cliniques comme par exemple Exoma 2 où on inclut des patients. En fait, ça consiste à faire de l'analyse génomique pour des patients. Et puis, on a ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique, qui est un plan qui a été lancé au niveau national sous l'égide du président de la République pour en fait pouvoir proposer des analyses très poussées chez les patients, à la fois à visée recherche, parce que ça permet de constituer des bases de données sur plein de patients des anomalies qu'on va détecter par cancer, mais également pour les patients, ça leur permet de détecter des anomalies pour lesquelles peut-être on va pouvoir proposer soit des essais cliniques ou soit des traitements qu'on a déjà à disposition, mais qui ne seraient pas forcément utilisés dans leur type de cancer. Voilà, donc en routine pour les patients, il y a les biomarqueurs qui sont validés, qu'on utilise, et il y a tous ces essais de recherche, et puis le France Médecine Génomique. Alors, France Médecine Génomique, il y a 2 indications en cancérologie. Il y a les cancers qu'on appelle réfractaires ou en échec. Donc, c'est souvent les maladies qui ont des métastases pour lesquelles les traitements classiques ne sont pas efficaces. Et puis, il y a également les cancers rares pour essayer de mieux finalement de mieux les comprendre et de détecter si ces cancers rares ont certaines anomalies pour lesquelles on pourrait éventuellement avoir des nouveaux traitements à mettre en place. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un compte-rendu de France Médecine Génomique, parce que à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de compte-rendu de ce qui peut se faire pour les analyses génomiques. Et vous voyez, donc là, on a le contexte clinique. Là, c'était un de mes patients. Donc, c'était un patient qui avait un cancer de la prostate. Et puis, on va détailler toutes les analyses qu'on a faites. Et donc là, pour ce patient, on a détecté des mutations dans certains gènes. Donc, par exemple, dans le gène de la P53, qui est une protéine très importante dans les cellules. Et puis, on a détecté également des pertes de certains gènes, par exemple PTEN et du gène MLH1. Le gène MLH1, c'est un gène qui est impliqué dans le contrôle immunitaire des tumeurs. Donc, c'est important. Finalement, cette perte va pouvoir nous indiquer que peut-être de l'immunothérapie, ça pourrait être intéressant. Et puis, on retrouve ce qu'on appelle des transcrits de fusion. Donc, c'est des fusions de gènes qui sont assez classiques dans les cancers de la prostate. Voilà, là, on voit qu'il y a une charge mutationnelle qui est élevée, un statut microsatellite instable. Et ces 2 caractéristiques nous montrent que dans ce cas-là, l'immunothérapie pourrait être très intéressante pour ce type de patient. Et on sait qu'actuellement, on n'utilise pas de l'immunothérapie en routine dans les cancers de la prostate, mais du coup, chez ce patient, si jamais les traitements classiques fonctionnent moins bien, probablement, c'est un intérêt de lui proposer de l'immunothérapie et il faudra le faire si on peut. Voilà, donc là, j'arrive à la conclusion. J'ai essayé de faire pas trop long pour vous donner vraiment plutôt un panorama finalement assez global, du coup. Mais ce qu'on peut dire du point de vue du clinicien, c'est que ces activités d'analyse génomique, c'est vraiment une activité qui devient incontournable, qui est en forte croissance. Ça augmente les succès des traitements et la pertinence des prescriptions. Donc, c'est vraiment indispensable en recherche clinique, notamment avec l'activité CLIP2, Arpego, le développement des phases précoces, c'est vraiment très utile, mais également de plus en plus dans les essais de phase 3, donc les essais de commercialisation des médicaments. On monte en charge sur le France Médecine Génomique, c'est important parce que du coup, ça permet quand même pour les patients de fournir ce qu'il y a de mieux en termes d'analyse actuellement. Et donc, on a des recrutements de chargés de parcours génomique. Alors, il y en avait une qui était recrutée à Rennes, qui s'appelait Gania Anouni, et il y en a une récemment qui a été également recrutée à Brest. Alors, quelles sont les perspectives? Le perspective, c'est de faire des prélèvements qui vont être analysés sur chacun des sites, notamment pour les analyses qui sont un petit peu plus simples. Et donc, ça qui peut être fait sur les plateformes du CHU de Brest, du CHU de Rennes, et puis maintenant au centre Eugène Marquis également. Et puis, pour les analyses qui sont beaucoup plus complexes, c'est difficile de mettre des machines extrêmement performantes partout en France. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier du plan France Médecine Génomique. Et dans le plan France Médecine Génomique, ils ont divisé la France en 2. Il y a une partie nord et une partie sud. Et donc, ces analyses sont envoyées
pour nous sur ce qu'on appelle Sequoia, et dans le sud de la France, c'est sur Oragen. Et du coup, ça permet d'avoir des moyens techno qui sont beaucoup plus performants, mais au service de tous les patients de toute la France. Donc, on peut envoyer des analyses sur ces machines qui sont beaucoup plus perfectionnées. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir interpréter les résultats, et c'est pour ça que la RCP moléculaire trouve son importance, en fait, parce qu'il va falloir une expertise qui est croisée entre les biologistes, les cliniciens, les généticiens, et donc les biologistes qui connaissent très bien la biologie du cancer, les cliniciens qui savent à peu près les anomalies pour lesquelles on peut avoir des traitements qui sont soit commercialisés ou soit en développement. Et donc, en fait, c'est très intéressant de nous regrouper tous ensemble pour discuter des dossiers et essayer de trouver les meilleures solutions pour les patients. Alors, une des difficultés qui persiste actuellement, c'est que pour l'instant, c'est financé, ces analyses génomiques que partiellement, parce que c'est financé pour beaucoup d'analyses sur un financement qu'on appelle le RIHN et qui couvre environ que la moitié du coût. Et donc, ça fait des restes à charge pour les établissements, et ça pose un peu problème parce que du coup, ça veut dire que c'est financé sur le budget de l'établissement. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre de l'argent que l'établissement gagne ailleurs pour financer ça. Et il n'y a pas toujours l'argent dans tous les établissements pour payer ces tests. Et donc, c'est vrai que c'est une des difficultés. Alors, de plus en plus, ces tests, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle la nomenclature. C'est-à-dire que comme tous les tests, ou tous les examens, la sécurité sociale donnera un prix pour payer ces tests. Et donc, le but de notre RCP, en tout cas, voilà, c'est au niveau de la Bretagne, c'est vraiment d'essayer d'amener l'expertise médico-scientifique pour la Bretagne, voire le Grand Ouest, et que cette expertise puisse être au service de tous les établissements de la région, que ce soit les CHU, les centres hospitaliers généraux, les centres privés. Et c'est pour ça qu'on a des dossiers qui arrivent de toute la région à notre RCP. Voilà, du coup, j'ai fini avec la présentation. Donc, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Effectivement, il nous reste 5 minutes s'il y a des questions. Je ne sais pas, enfin, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à en poser si vous en avez. Alors, je suis volontairement resté assez généraliste parce que vous donnez toutes les anomalies par type de cancer, c'est un peu du catalogue, et du coup, je me suis dit que c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'était plus de vous montrer le concept, pourquoi on fait ces détections et quel est le but au final pour les patients. Alors, je vois qu'Émilie a une question. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec des secrétaires. On se posait la question de savoir si aujourd'hui certaines analyses étaient faites de façon un peu systématique en routine, en fait, ou est-ce qu'on attendait systématiquement une avancée dans la pathologie pour les faire? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Ça dépend du type de cancer, en fait. Par exemple, pour les cancers de l'ovaire, on fait dès le diagnostic une analyse des gènes BRCA parce que ça a vraiment un impact sur la prise en charge. Pour les cancers du poumon, c'est pareil, il y a des analyses qui sont faites d'emblée, comme les analyses GFR, parce que pareil, ça ne va pas du tout être la même prise en charge si on découvre une mutation de l'EGFR par rapport à si on n'a pas. Et donc, de plus en plus, on a tendance à le faire systématiquement parce que dès le début de la prise en charge, parce que ça oriente le traitement parfois dès le début de la prise en charge, mais même après, finalement, on se dit que c'est important d'avoir l'information assez tôt parce que même si ça impacte pas forcément le traitement de première intention, ça peut impacter les traitements d'après. Et on sait qu'en cancérologie, quand on change de traitement, il ne faut pas trop perdre de temps parce que la maladie va continuer à s'aggraver en attendant le changement de traitement. Et si on a la réponse finalement, si on la connaît déjà avant même d'avoir à changer le traitement, ça peut être utile. Merci. Donc, pour l'instant, ce sont des infos qu'on utilise au stade des métastases, parce que la plupart des médicaments, pour l'instant, ont été validés surtout quand il y a des métastases. Mais de plus en plus, en fait, ça va être des informations qui vont remonter aussi pour les tumeurs qu'on appelle localisées, et donc pour choisir les traitements en adjuvant, donc c'est-à-dire les traitements pour empêcher les rechutes. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, parce que les essais pour montrer qu'un traitement adjuvant est efficace, ils sont beaucoup plus complexes et plus longs à mener. Et donc, mais ça va probablement se développer dans l'avenir. On l'a déjà un petit peu pour le cancer du sein, par exemple, en cas
mutation BRCA, on peut proposer des inhibiteurs de PARP en adjuvant, mais ça va probablement arriver dans beaucoup de types de cancers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai l'impression de toute façon on arrive au bout. Il est 13h59. Bah, merci beaucoup de votre participation et des présentations très claires. Je vois sur le chat que tout le monde a l'air d'avoir trouvé ça très intéressant. Donc, merci. Bah, tant mieux, ouais, parce que le but, c'était vraiment d'essayer de vous faire un truc pas trop compliqué, parce que on peut vite tomber dans dans la très grande complexité dans ces présentations, parce que c'est vrai que ça reste quand même de la biologie très, enfin, de très haut niveau, quand même, finalement, quand on va vraiment dans le détail. Mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi on fait, enfin, quel service on rend aux patients, finalement, avec ces analyses. Mais oui, vous avez réussi l'exercice, c'était vraiment très bien vulgarisé. Donc, merci beaucoup. Et bah, du coup, voilà, je vous propose qu'on arrête ici si ça vous va. Et voilà, je renverrai le lien de la vidéo, parce que donc, la session est enregistrée. Voilà, si jamais vous souhaitez regarder à nouveau le webinaire ou même le diffuser auprès des secrétariats qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui. Ouais, alors du coup, évidemment, vous pouvez tout à fait utiliser ma présentation pour la diffuser aux gens que c'est intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci. Merci, Merci, au bon revoir. après-midi, au revoir. Au revoir.